Donc cette dimension cosmopolite des mouvements sociaux vise justement à retracer un certain parcours qui a été de ce type de mouvements sociaux, de contestation, de mobilisation populaire à partir de l'Afrique du Nord vers l'Europe du Sud, ensuite les États-Unis et de nouveau en Europe, avec un vocabulaire qui s'est transformé pendant ces années-là et qui nous permet, je crois, de prendre ces mouvements en tant qu'objet collectif, si vous voulez, qui fait un sens ensemble, même si ce n'est pas tout à fait évident non plus, puisque ces mouvements ont eu d'habitude des enjeux locaux. On commençait comme une sorte de manifestation dirigée vers une question locale, une revendication locale, un problème local qui, seulement après une certaine dynamique, on commençait à avoir aussi un rayonnement, une résonance plus globale. Et donc, l'idée même que ces mouvements sont partie d'un mouvement plus large est à démontrer, à construire d'une certaine façon, aussi en comparaison avec une des vagues précédentes qui était fin des années 90 et début des années 2000, qui était le mouvement de justice globale, Global Justice, et qui se définissait d'emblée en tant que mouvement global. L'altermondialisme de ces années-là était par définition un mouvement global qui visait à produire des définitions alternatives à une globalisation néolibérale. Donc, ces mouvements-là étaient déjà globaux par leur propre dessin, et donc définir leur dimension globale, c'était beaucoup plus facile d'une certaine manière. Tandis que ces jours-ci, on constate que la plupart des mouvements de contestation commencent dans des contextes très locaux et qui ont une signification prioritairement locale. Les manifestations à Gezi se concentraient contre la transformation du parc de Gezi près de la place Taksim, qui faisait justement un sens dans un contexte de politique intérieure, de gentrification du quartier, de commercialisation, parce qu'il y avait un projet de centre commercial et de mosquée qui était prévu pour cet endroit-là, de refaire aussi une certaine vision sur la communauté politique turque. Donc c'était une sorte de cumulation de références politiques et de mobilisation politique qui avait un sens local, qui n'avait pas tout à fait un sens plus général. Et justement, c'est l'un des enjeux de ce type de recherche de prouver d'une certaine manière que de Occupy Wall Street jusqu'à Gezi et jusqu'à en Roumanie, par exemple, il y a eu une certaine mobilisation qui a eu des résultats et qui a rompu avec des années et des années d'absence de mouvements dans la rue. Une mobilisation qui visait la contestation d'une mine d'or. Ça prouvait que ces mouvements sont partis d'un mouvement plus global et aussi, donc, en conséquence, qu'il y a une dimension cosmopolite qui est relevante sur ces mouvements. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de discuter de cette dimension cosmopolite sur quelques paliers. Il y a un palier qui renvoie au vocabulaire qui évolue dans ces mouvements. L'un des exemples que je peux donner, c'est par exemple en Turquie, à Istanbul, à Gezi, le fait que les premiers jours de la mobilisation qui ont assez rapidement donné lieu à des confrontations violentes avec la police, et qui étaient aussi soumises à une certaine absence de couverture médiatique, ont produit dans la communauté plus large de mouvements sociaux une certaine inquiétude du fait que voilà, quelque chose d'intéressant ou d'important se passe en Turquie, mais personne n'a totalement accès à l'information et aussi pas trop de monde parle turc, donc personne
n'est directement ou rapidement capable de comprendre exactement les enjeux. Et qu'est-ce que ces activistes se disent entre eux. Et le mouvement qui s'est manifesté alors et qui avait une dimension globale, c'était de faire un peu de pression pour traduire les tweets et les posts de Facebook en anglais ou en français, plutôt en anglais, qui faisait justement élargir l'espace d'intérêt d'un mouvement qui était initialement local, justement. Donc le faire traduire ce que ces gens se disent entre eux, ce qu'ils se disent en tant que mobilisation, comme référence, pourquoi, quelle stratégie ils emploient, c'est totalement important pour les étudiants et les autres activistes, mais c'était un peu opaque par rapport à un manque de couverture médiatique. Si vous vous rappelez, justement, l'un des symboles des manifestations à Gezi, c'était le pingouin, dû au fait que le CNN, la chaîne d'information américaine avec sa déclinaison locale, au lieu qui avait un bureau juste dans la place Taksim, au lieu de fournir des images des manifestations et des confrontations à la police, produisait et distribuait des documentaires avec des pingouins. Et donc tout le monde se disait que bon, si les chaînes d'information turques ne disent pas trop, c'est déjà compréhensible, mais si CNN turc ne veut pas dire ce qui se passe dans la place qui est juste en face, alors c'est assez grave. Donc la ridiculisation des chaînes d'information qui distribuaient des documentaires sur les pingouins lorsqu'il y avait des confrontations assez importantes faisait que voilà, il y avait d'autant plus le besoin de connaître et de transmettre plus largement la problématique locale. Mais avec ce type de traduction qui s'est produite peu à peu, je parlais qu'il y a cette dynamique de transformation aussi du vocabulaire. Parce que assez rapidement, on a commencé à avoir des images et des mots qui expliquaient ce qui se passe à Gezi, c'est Occupy Gezi. Donc déjà, on employait rapidement un vocabulaire qui était un vocabulaire avec des mots-clés comme Occupy, qui n'étaient pas localement originaux, mais justement participaient à une sorte de vocabulaire plus transversal de ce type de mouvement plus global. Une sorte d'internationalisation du vocabulaire des manifestations, des contestations, y inclut Occupy. Plus important d'une certaine manière que le vocabulaire, qui est lui important parce que dès que les gens commencent à employer une certaine terminologie en décrivant ce qu'ils font, cette terminologie n'est pas neutre, elle vient avec toute une série d'instruments, de références politiques, et c'est très important le fait qu'après un certain moment, les manifestants turcs utilisaient parfois entre eux, parfois, ou étaient totalement décrits comme participants au mouvement qui était Occupy Gezi. Les occupations sont en effet une modalité particulière de contestation, qui n'était pas exactement la modalité que la génération, disons, de 10 ans avant, des mouvements de Global Justice avait adopté. Les mouvements des années 2000 faisaient quelque chose de très différent. Ils traversaient les océans et les continents pour suivre les divers G20, G8, G7 et faire les grandes mobilisations dans les villes où il y avait les grands sommets politiques économiques. Ils percevaient comme les vecteurs de la mondialisation néolibérale comme étant déterminés dans ce type de grands sommets politiques. Et donc faire une grande manifestation devant à Genoa ou à Seattle, ainsi de suite, à Prague ensuite, c'était une modus operandi plutôt caractéristique des années 2000. Dans les années 2010, 2011, 2013, il n'y a plus ce type de rassemblement des activistes transnationaux dans des villes, concentrés sur un certain événement politique. Mais il y a justement ce type d'occupation locale qui parle
au quartier, qui est généralement dans un petit parc ou dans un petit square, dans une grande place, mais qui vise une occupation. Et cette occupation permet de changer beaucoup la dimension, la nature de la contestation. Parce que cette occupation vise à découper une sorte de territoire autonome où les participants vont définir une autre communauté politique. Et cette autre communauté politique devient l'enjeu même de leur mobilisation politique d'une certaine manière. Puisque dans cette dimension de préfigurative politics, je ne sais pas si en français on dit politique préfigurative, créer dans l'occupation, dans la place, une communauté politique dont le mode d'organisation reflète les objectifs plus généraux du mouvement. Ne pas accepter la coupure entre objectifs et moyens. Donc, se concentrer vraiment sur les aspects d'organisation des camps, d'occupation, pour faire visible ce que sont les valeurs plus larges, les impératifs politiques ou idéologiques plus importants du mouvement, qui ne sont que assez rarement explicitement formulés en tant que tels. Voilà, au-delà si on parle de Occupy Wall Street, au-delà du fait qu'il y avait cette fameuse phrase « Nous sommes les 99%», le reste des revendications n'avait pas constitué jusqu'à la fin une sorte de plateforme collective de revendications. Il y avait plutôt des revendications isolées des participants et beaucoup plus d'énergie était concentrée sur les procédures de décision. Donc, décider comment décider plutôt que produire un manifeste et ensuite faire quelque chose avec le manifeste, l'opposer au primaire, au maire, l'opposer au gouvernement ou à qui que ce soit, un partenaire politique. Justement, il y avait une certaine dimension plutôt anarchisante du côté de Occupy Wall Street, qui ensuite a fait partie de ce vocabulaire instrumentaire des autres manifestations par transmission, qui était que les gens de Occupy Wall Street, en occupant un parc, le parc Zuccotti Park à New York, n'étaient pas du tout intéressés de formuler une institution particulière, un manifeste ou une série de revendications. C'était plutôt auto-référentiel. Ils essayaient de s'organiser eux-mêmes. Et dans cette morphologie de la manifestation, de l'occupation, ils faisaient aussi transparaître quel est leur but plus général, de démocratie, de participation, d'égalité, ainsi de suite. Mais qui ne sont pas seulement des mots et des impératifs politiques à transmettre à quelqu'un, mais à réaliser en tant que communauté. Et pour cela, l'occupation est assez importante. Les assemblées générales, pour revenir à Gezi, il y avait très rapidement partout des petites assemblées générales qui faisaient que déjà on utilisait un type d'instrumentaire politique qui correspond à ce que se passait en Grèce, en Espagne, aux États-Unis, de formuler des manières d'organisation du mouvement qui soient avec des procédures de démocratie directe, participation la plus large, consensus, décision par consensus, absence de représentation politique significative dans le mouvement, il n'y a pas de leader. Éclectisme, le fait que aussi à Gezi, qu'à New York, il y avait des gens qui n'avaient pas nécessairement une plateforme cohérente, justement. C'était en Turquie la diversité la plus remarquable de nationalistes avec des Kurdes, avec des musulmans anticapitalistes, avec des gens qui insistaient sur la séparation de l'Église et de l'État. Des mouvements qui apparemment n'ont aucun point commun et qui avaient dépensé leur histoire politique en se opposant l'un à l'autre, hein, mais qui là étaient tous ensemble, hein, d'une certaine manière, aussi parce que d'une certaine manière, il y avait un objectif commun qui est justement
la contestation de la politique de Erdogan, mais aussi parce que l'organisation, la procéduralisation de leur démarche fait que ils n'ont pas une occasion immédiate de se disputer sur les buts. En fait, la procéduralisation, cette démarche d'organisation perpétuelle de leur propre occupation ou processus de décision, fait que voilà, les revendications ultimes ne sont qu'une sorte de résultat des procédures et non pas le point de départ. Et cela permet un peu la combinaison des acteurs qui auparavant n'avaient pas trop de commun. Aussi à Zuccotti Park, il y avait quand même de grandes disparités entre les conditions politiques, sociales ou même intérêts des participants. Mais de nouveau, ce type de morphologie de la manifestation, de l'occupation qui prend la priorité, fait que ces gens-là n'arrivent pas à se contester les buts des autres, les uns les buts des autres, parce qu'ils sont assez concentrés sur les mécanismes de décision en tant que tels. Il y a beaucoup d'exemples similaires. Je me suis concentré un peu sur ce exemple turc et américain parce que je pense qu'il y a deux moments d'inflexion là. Le moment américain, c'est le moment où un certain vocabulaire qui avait déjà été produit auparavant par les manifestants en Espagne ou ainsi de suite, se cristallise un peu, se solidifie, devient beaucoup plus généralisé par le biais de la présence de la langue anglaise, aussi la circulation d'une certaine partie de la visibilité de New York, du fait aussi qu'à New York, une grande partie des intellectuels critiques de gauche s'étaient rassemblés pour être témoins ou participer à ces manifestations. Donc le type la résonance politique et théorique de l'occupation à New York a eu un impact très fort sur la consolidation d'un certain vocabulaire pendant ces mois-là. Et Turquie, parce que je crois que justement il y avait une certaine pression phénoménale en fait de la part des autorités, de la part de la police. La répression était quand même assez brutale et puissante, qui fait que les gens avaient beaucoup d'autres stratégies. L'occupation en tant que telle, puisqu'elle ne marchait pas, elle exposait les gens à une attaque frontale de la part de la police, qui était de nouveau très puissante, faisait qu'ils avaient toute une certaine imagination politique de trouver d'autres manières. Le chat et le souris sur le boulevard Istiklal faisait partie de ce type de mobilisation qui est adaptée à un contexte local, même si elle utilise des références et des procédures qui sont aussi partie d'un mouvement plus global et justement cosmopolite. En Roumanie, pour faire cette parenthèse, je ne vais pas du tout insister sur ce cas-là. Il y a eu au début 2013, à l'automne, une certaine opacité médiatique, le fait que le gouvernement, les partis parlementaires et une compagnie canadienne qui essayait d'obtenir les permis pour faire cette exploitation de or dans un coin de la Transylvanie. Ils étaient tous plus ou moins concertés pour faire développer ce projet, ce qui est assez important d'avoir un tel soutien politique pour un projet qui avait de forts problèmes du point de vue environnemental, puisqu'il impliquait de raser 3 montagnes et les remplacer par un grand lac de cyanure. Implications archéologiques, puisque ces montagnes-là, en fait, étaient des montagnes
des galeries d'or qui avaient été déjà exploitées par les Romains. Donc les galeries romaines étaient toujours là. Et elles n'étaient qu'en partie conservées, donc le processus de destruction allait être radical. Donc le patrimoine, l'environnement, tous ces aspects qui étaient vraiment cruciaux dans cette affaire étaient ignorés par un langage très similaire de la compagnie, des médias. Enfin, les médias ont reçu pour des années beaucoup de publicité de la part de la compagnie. Donc, les médias avaient toute l'intention, les journaux, de ne pas être trop critiques par rapport à cette compagnie qui annonçait depuis longtemps qu'elle allait faire cette exploitation aurifère, mais elle n'avait pas tous les permis. Parce qu'il y a eu au début des années 2000 une mobilisation locale suffisante pour contester en justice tous les permis. Donc chaque fois que cette compagnie recevait un permis de construction, de décharge archéologique, elle était contestée en justice, elle perdait. Donc le processus recommençait éternellement. Chaque année, cette compagnie devait refaire tout le dossier administratif du projet, ce qui faisait qu'à la fin, ils en pensaient qu'au lieu de s'exposer à ce type de contestation en justice, ils ont fait une loi. Il allait faire une loi qui mandatait d'une certaine manière les autorités, les directions, de leur donner les permis. Donc une loi dans le Parlement, c'est très différent par rapport à des décisions ministérielles ou administratives, puisque la loi ne peut pas elle-même être contestée en justice. Il n'y a même plus... il y a responsabilité pénale des ministres, mais il n'y a pas responsabilité pénale des députés. Donc il y a eu une certaine connivence, disons, des partis politiques et de la compagnie pour faire avancer fortement ce type de projet qui ne faisait pas l'unanimité, bien sûr, mais qui, justement, ne faisait pas n'était pas accepté par certaines directions qui ne donnaient soit pas le permis environnemental, soit le permis de charge archéologique, ou s'il y avait ce type de permis, il était rapidement contesté et perdu en justice. Donc, avec cette loi, les mobilisations dans la rue ont commencé à se faire très fortes, mais à cause du fait qu'il y a eu ce type de boycott médiatique, disons, la stratégie locale de manifestation n'était pas l'occupation, puisque l'occupation est statique. Dans une occupation, s'il n'y a pas de médias qui suivent, alors beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a ce type d'événement. Et au lieu de faire cette occupation, à Bucarest, il y avait les marches. Pendant l'automne 2013, la caractéristique locale de ce type de vocabulaire et instrumentaire de contestation, qui, à part ça, était très commun par rapport à d'autres mouvements ailleurs, était le marche. Faire de longues marches chaque dimanche. Et là, les marches devenaient très visibles, parce que les marches procédaient du centre de la ville vers les grands quartiers qui étaient habités, les quartiers dortoirs, disons, les quartiers où, dans les boulevards, c'est visible. Ce n'est pas quelques places commerciales du centre qui est désertée le dimanche et dont personne ne se rend compte qu'il y a une manifestation. Et donc, ce que je dis jusqu'à ce moment-là, c'est que une dimension cosmopolite peut être trouvée dans les vocabulaires, dans la dynamique de presque chacune de ces manifestations, de mouvements de contestation qui avaient commencé comme étant totalement local, ou de bas en haut, si vous voulez, mais qui peu à peu, en interaction avec ce milieu plus global de mouvements sociaux et de contestation, avait commencé à
incorporait un vocabulaire de type Occupy, de type Assemblée générale, de type... et qui avait produit aussi des conséquences sur l'instrumentaire politique en tant que tel. Créer les assemblées générales, produire ce type d'instrument d'organisation ou de délibération qui est une assemblée qui n'est pas nécessaire. Un choix assez important que chaque mouvement peut faire ou ne peut pas faire. L'importance de la politique préfigurative, le fait que de plus en plus ces mouvements adoptaient une perspective très critique sur leur propre mode d'organisation, en rejetant d'habitude les représentants, les leaders d'opinion, les formes de représentation plus structurelles, et en cherchant à préserver ce type d'égalité entre les participants et de démocratie directe dans leur dynamique interne, ce qui dit beaucoup. Voilà, pour moi, c'est un élément très, très important de l'élément cosmopolite. Et il y a, dans cette deuxième partie, qui est peut-être un peu plus courte, il y a une autre chose qui est fondamentale, je crois. Parce que il y a une manière, je crois, dans laquelle on peut comprendre le cosmopolitisme en tant que rationalité politique, qui est lui-même à comprendre et à opposer dans un contexte particulier qui est plus large que ces manifestations et les mouvements de proteste, de contestation de ces dernières années. Ma spéculation, d'une certaine manière, hypothèse, est de dire qu'il y a une sorte de contexte plus large qui a un sens et qui donne une sorte de toile de fond pour nous permettre d'expliquer une certaine partie des dimensions de ces mouvements. Ce contexte plus large consiste à dire que dans la science politique, par exemple, on en parle beaucoup du fait qu'il y a un certain rétrécissement du champ des décisions politiques, une sorte de convergence des analyses de secteurs différents, de recherche, de chantiers différents. Par exemple, sur les partis politiques, l'un des contributeurs les plus importants sur la théorie des partis politiques, qui s'appelait Peter Mayer, qui est mort il y a quelque temps, avait son dernier ouvrage posthume vient d'être publié et qui s'appelle The Hollowing Out of Western Democracies, ce qui veut dire la sorte de oui, voilà, oui, vider son sens. Oui, pour lui, en fait, ce qui s'est passé assez radicalement pendant ces dernières 2 décennies, disons, c'est une transformation de la structure des partis politiques et de la nature des partis politiques, qui faisait justement la relation entre la médiation entre la société et le système formel politique, qui incluait les partis politiques, mais parlement, gouvernement, ainsi de suite. Donc, ce type de médiation qui était réalisée par les partis politiques commence à être fortement dilué ou même vidé de sens parce que les partis politiques ont de plus en plus comme but, non pas d'être responsables par rapport à leur propre électorat, mais plutôt de remplir les positions gouvernementales et donc de produire des cadres pour les divers institutions gouvernementales et non plus d'être responsable. Donc, d'être responsable dans le sens politique du terme, gouverner responsablement, et non pas responsable devant leur propre électorat. Et ce type de distinction fait beaucoup de sens et fait beaucoup de conséquences en même temps. De ces parties. Redonner le nom de l'auteur. Est-ce que je peux l'écrire? Oui. Il était prof à Florence, à l'Institut universitaire européen. C'est un livre qui... l'article Hollowing Out of Western Democracies est apparu dans la New Left Review en 2007. Ensuite, ses collègues
ont repris les manuscrits du livre et ils l'ont publié il y a 1 an ou 2 ans. Et c'est quelque chose de très important, justement, qui vise ce que je me penche à dire, qui est qu'il y a une certaine dynamique politique de dernière décennie qui se manifeste par la diminution du champ d'action du monde politique, d'une certaine manière, qui voit de moins en moins de grandes alternatives, de grandes options qui sont à leur disponibilité, à leur disposition, et qui sont, par exemple, Peter Mayer avec son collègue Richard Katz ont fait beaucoup d'études pour parler de système de partis cartels, qui veut dire que les partis politiques n'ont plus vraiment un intérêt à se faire compétition, à se faire concurrence, mais beaucoup moins. Ce qui les intéresse, c'est, dans ce type de système de partis cartels, c'est de minimiser les coûts de la perte électorale. Et une des conséquences de cette minimisation des coûts de la perte électorale, c'est qu'il y a une convergence de politique entre les divers partis de centre-droit et centre-gauche. Cette convergence des politiques, surtout dans le champ politique économique, font que, à la fin, les grandes clivages politiques qui survivent ne sont plus avec une dimension de vision différente sur la société et l'économie, mais plutôt sur des questions comme assez symboliques, assez fortement symboliques, et qui produisent des mobilisations politiques, mais qui sont de la question identitaire plutôt. Voilà. Le mariage pour tous fait beaucoup plus la différence entre la droite et la gauche qu'une politique économique qui, il y a 20 ans, faisait toute la différence. Un autre type de contribution à ce type de réflexion sur ce que j'appelle ce type de rétrécissement du champ politique, c'est de dire, pour reproduire les propos de Dieter Grimm, qui juge allemand, est aussi recteur du Wissenschaftskolleg à Berlin, juge constitutionnel allemand, de la Cour constitutionnelle allemande, qui avait, en fait, l'un des arguments qu'il fait, c'est qu'on en parle beaucoup, par exemple, du déficit démocratique en Europe, et on se concentre beaucoup sur l'idée que on aimerait avoir le Parlement européen avec beaucoup plus de pouvoir de décision, car c'est là l'organisme le plus représentatif démocratiquement, qui a le plus de légitimité issue des élections, tandis que les autres institutions européennes sont beaucoup plus isolées de la dynamique électorale démocratique. Donc, investir dans les pouvoirs du Parlement nous aiderait de combler le déficit démocratique. Ce qu'il dit, Dieter Grimm, c'est que c'est assez naïf de le dire, puisque l'enjeu plus profond de la construction européenne, les conséquences de la construction européenne pendant 30 ans, a été de constitutionnaliser par une série d'arrêts de la Cour de justice une grande partie des politiques qui puissent être déployées à ce niveau. Et donc, le simple fait de transformer procéduralement une des institutions qui soit le Parlement européen dans ce cas-là, ne résout pas le problème de fond qui est que même si le Parlement européen est plus démocratiquement élu ou plus représentatif, il n'aura pas à décider sur beaucoup plus de choses. Parce que déjà, il y a eu ce processus de constitutionnalisation pendant déjà presque 30 ans qui a enlevé du champ d'action politique concrète une grande partie des décisions, car elles sont devenues des précédents de la Cour de justice. Donc, ils ne peuvent plus être directement dans la compétence d'un parti. Et on pourrait être beaucoup plus vite. Je concentre ici quelque chose qui est plutôt vaste dans ma recherche.
Bien sûr que tous les observateurs des mouvements sociaux vont nous dire, et nous disent à fort raison que, bien sûr, il y a ou non un rétrécissement du système politique formel, du champ d'action du système politique formel. En réalité, de toute façon, la politique était ailleurs. La politique était dans la rue, la politique était dans la famille, la politique était dans l'université, dans les compagnies, au travail, dans les mouvements sociaux. C'était là le grand espoir de repolitiser notre expérience et un peu revenir à combler ou compenser le fait que ce monde politique converge dans une série de politiques. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce type de déplacement ailleurs ne résout pas nécessairement le problème, puisque même si déplacé ailleurs, même si dans un autre espace, le spectre de l'imagination politique peut tout à fait bien être soumis à la même dynamique de réflexion. Donc même si on se déplace ailleurs, dans la rue ou dans les compagnies, dans les entreprises, peut-être que ce qui opère au niveau du monde politique va opérer aussi dans ce monde, au-delà du monde politique formel, en faisant une certaine restriction mentale, d'une certaine manière, des options à choisir. Je pense que c'est là un enjeu très, très fort d'étudier les mouvements sociaux du point de vue de ce qu'ils pensent dans chacune des instances comme être fondationnel. Il y a par exemple, en revenant juste un petit peu sur le cas de Rocha Montana, il y a eu, au-delà du succès du mouvement qui a réussi à bloquer à très long terme l'exploitation, peut-être pour toujours, le mouvement en tant que tel était éclectique. Il y avait beaucoup de participants du mouvement qui, en fait, empruntaient le même langage que la compagnie. Mais peut-être ils ne se voyaient pas du même côté que la compagnie. Ils se considéraient comme être contestataires. Mais en réalité, beaucoup de ces gens, ce qu'ils disaient, c'est que, en fait, l'analyse coût-bénéfice, de coûts et de bénéfices, n'est pas positive. Donc, les pertes environnementales sont un peu trop grandes. Donc, en fait, beaucoup de participants à ces manifestations, ce qu'ils disaient, c'était qu'il n'y a pas trop d'argent. Si la compagnie ou l'exploitation de l'or aurait produit des sommes beaucoup plus conséquentes, alors ça aurait été acceptable. En dépit du fait qu'il y avait une destruction irréversible de l'environnement, du patrimoine archéologique. C'était exactement le langage de la compagnie. Ce que la compagnie disait que, voilà, essayait de faire une campagne médiatique et argumentation très, très puissante en disant que finalement il y a beaucoup de lieux de travail qui sont créés, les redevances de l'État sont assez importantes et donc ça compense la destruction. Je reviens un peu, ce que beaucoup de manifestations disaient, c'est que ça ne compense pas totalement. Donc on s'oppose à la compagnie, mais sur une question d'argent, pas sur une question beaucoup plus disons, radical dans ce contexte, c'est de dire, mais il ne s'agit pas de l'argent, en fait. Il s'agit, en réalité, d'une toute autre question, de l'irréversibilité, de la destruction, qu'on accepte ou non. Et c'est une certaine dimension, peut-être d'autres mouvements, qui est à étudier d'une certaine manière. Est-ce que, voilà, parce que mon propos, c'est de dire que ces groupes-là, qui étaient assez présents dans la presse et dans leur contestation, qui s'imaginaient être très contestataires, en réalité ne l'étaient pas en tant que tels contestataires sur le fond du problème, plutôt sur un certain artifice de calcul. Leur champ d'imagination politique était totalement réduit
à une analyse de coût-bénéfice. Est-ce qu'il y a suffisant, combien de postes de travail il y a, pour combien de temps, quel est le calcul final, en tirant la ligne, est-ce que c'est suffisant, n'est pas suffisant? Là, c'est un peu des exemples de ce rétrécissement de l'imagination politique, si vous voulez, de l'imaginaire politique, vers ce type de marchandisation très puissante du monde extérieur, que ce soit de l'environnement, du patrimoine, même de l'histoire. Dans le cas de Gezi, certains manifestants défendaient d'une certaine manière leur propre vision de l'histoire récente du pays, qui était forcément contesté par le régime d'Erdogan. Ce n'est pas un calcul marchand, là. C'est une opposition qui est très forte et qui n'a rien à voir avec un calcul marchand. Marketisation du... et pour en finir avec ce que j'avais commencé, en fait, c'est justement dans ce contexte-là que je pense le cosmopolitisme produit en deux directions une rationalité politique qui sert ce type de mouvement à résister la réduction de leur imagination politique et de renoncer, de refuser à se prêter, à emprunter le vocabulaire d'habitude néolibérale du monde politique ou économique. Le cosmopolitisme peut faire ce type d'instrumentaire ou imaginaire politique, rationalité politique alternative, d'une part parce que le cosmopolitisme, lui, il revient finalement philosophiquement d'une certaine manière à une tradition des droits de l'homme qui ne sont pas réductibles aux droits du consommateur. Donc, chaque fois, on élargit, lorsqu'on se place dans une perspective cosmopolite, on élargit un peu la dimension de la dignité humaine pour se rappeler qu'il y a en fait plusieurs dimensions qu'on doit protéger dans un contexte plus large des droits de l'homme et non pas seulement de cette réduction des comportements, des attentes, des revendications au droit de consommateur de Homo economicus. Deuxièmement, c'est le fait que le cosmopolitisme a eu déjà, c'est mon point final, le cosmopolitisme a eu déjà une sorte de précédent dans sa capacité de dénoncer et d'exposer les fondations non dites d'une grande partie des sciences sociales qu'on a identifiées comme le nationalisme méthodologique. Le fait que pendant la grande partie de leur histoire, les sciences sociales prenaient la société et l'État-nation comme étant naturellement superposés. L'objet d'étude était par définition naturellement délimité par un État national. Donc le cosmopolitisme a opéré avec pendant les années 80, 90, avec beaucoup de puissance à faire exposer la nature contingente et contestable de ce type de présuppositions fondatrices qui faisait qu'on étudie, on parle de démocratie comme si la démocratie est confinée naturellement dans un État-nation. On parle de modernisation comme si c'est clair que c'est une certaine société dont on parle. Donc, appliqué aujourd'hui, le cosmopolitisme nous pourrait permettre d'exposer les fondations, les présupposés non dites de cette, disons rapidement, globalisation néolibérale qui produit d'une certaine manière cette réduction du champ d'action. Et donc les mouvements sociaux qui participent, comme je disais au début, à une certaine dynamique de cosmopolitisation, par ce fait, obtiennent les instruments d'exposer
à leur tour est de contester les fondements non dits, les présupposés fondatrices qui aujourd'hui sont plutôt identifiables comme étant de type néolibéral et qui déterminent ce que autant les gouvernements que certains partis des contestataires perçoivent comme étant politiquement raisonnable ou politiquement légitime. Qu'est-ce qu'on peut, quel est dans notre champ d'action raisonnable, légitime ou possible.